Salam alaikum wa rahmatullah. On va commencer aujourd'hui les activités de la partie alimentée en énergie. Donc, ils sont destinés pour le tronc commun technique, la matière sciences de l'ingénieur, de la fonction chaîne d'énergie, la fonction générique alimentée en énergie. Activité. Donc, dans cette activité, vous avez deux questions à répondre. La première, c'est relier chaque source d'énergie du document que vous avez, le document A, au type d'énergie à laquelle elle appartient. Et la deuxième question, c'est d'entourer en rouge les énergies renouvelables et en bleu tout ce qui est énergie non renouvelable. Alors pour la première question, donc il faut relier chaque source d'énergie par l'énergie à laquelle elle appartient. Donc si vous voyez là, dans la partie gauche, vous avez les sources d'énergie, le charbon, les matières organiques, l'uranium, la chaleur de la terre, le gaz naturel, l'eau, le vent, le pétrole et le soleil. Et à droite, vous avez les types d'énergie, l'énergie éolienne, solaire, fossile, de la biomasse, fissile, hydraulique et finalement géothermique. Alors, on va commencer par le premier type de source d'énergie, c'est le charbon. Alors, le charbon, donc, je commence par le premier type, c'est le charbon. Alors, le charbon, c'est une source d'énergie, oui, donc de l'énergie fossile. Alors, qu'est-ce qu'une énergie fossile d'abord? Alors, les énergies fossiles, ce sont des stocks d'énergie sous forme chimique que la nature a mis des millions d'années à produire. Mais ces ressources ne sont pas infinies. Donc le plus important de ces sources d'énergie sont le pétrole et ses dérivés. Pour le deuxième type de source, ce sont les matières organiques, comme le bois et ses dérivés. Alors, donc les matières organiques, c'est une type source d'énergie, de l'énergie de la biomasse. Oui. La troisième, c'est l'uranium. Alors l'uranium est une source d'énergie qu'on va utiliser pour faire l'énergie, voilà, c'est l'énergie fissile. Alors l'énergie fissile, se sont caractérisées par une extraction, un usage polluant, une forte densité énergétique et une bonne prédisposition au stockage, comme l'uranium bien sûr. Quatrièmement, c'est la chaleur de la Terre. Alors, la chaleur de la Terre, c'est une source d'énergie qu'on va utiliser pour, oui, c'est l'énergie de la Terre ou l'énergie géothermique. Puis vous avez le gaz naturel. Alors, le gaz naturel, il va jouer le même rôle que le charbon. Donc, le gaz naturel, c'est une source d'énergie, de l'énergie fossile ou l'énergie thermique plus précisément. Puis vous avez l'eau. Alors, l'eau, bien sûr, c'est une source de l'énergie hydraulique qui va utiliser la pression de l'eau généralement stockée dans les barrages. Puis vous avez le vent, oui, donc le vent, c'est une énergie qui va utiliser des éoliennes. Et vous avez le pétrole, oui, donc le pétrole, le charbon et le gaz naturel, ce sont des sources d'énergie qui vont faire l'énergie fossile, ou l'énergie thermique plutôt. Et finalement, l'énergie
solaire qui va utiliser la source d'énergie solaire. Là, c'est pour la première question. Alors, pour la deuxième question, entouré en rouge, les énergies renouvelables et en bleu, tout ce qui est énergie non renouvelable. D'abord, quelle est la différence entre l'énergie renouvelable et l'énergie non renouvelable? Alors, pour les énergies qui sont renouvelables, comme leur nom l'indique, il s'agit des sources qui se renouvellent, bien sûr, et ne se puiseront donc jamais à l'échelle du temps humain, contrairement aux énergies non renouvelables. Alors, les énergies qui sont renouvelables, vous avez, oui, les énergies d'abord qui sont non renouvelables. Vous avez l'énergie fossile qui va utiliser le gaz naturel, le pétrole et le charbon. Et vous avez l'énergie fissile, bien sûr, qui va utiliser de l'uranium. Toutes les autres types des énergies, ce sont des énergies qui sont renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie de biomasse, l'énergie solaire, l'énergie hydraulique et l'énergie géothermique. La deuxième activité, donc vous avez le document 2, du circuit de commande d'un volet roulant motorisé. Alors, la première question, c'est à l'aide de ce document, compléter la chaîne d'énergie du document 3, de la chaîne d'énergie d'un volet roulant motorisé. Donc là, vous avez le volet motorisé, bien sûr. Alors, à l'aide de ce document, complétez la chaîne d'énergie du document 3 en nommant les composants qui réalisent les différentes fonctions. Et la deuxième question, identifie la nature de l'énergie entre les différents blocs. Alors, observons d'abord le document 2. Donc, vous avez ici le volet qui est alimenté par un moteur. Et à l'intérieur, vous avez, donc le moteur il est alimenté par une installation électrique. Cette installation, elle est installée plutôt, il va utiliser des batteries qui sont ces batteries-là qui sont chargées par des photopiles qui vont utiliser du soleil comme source d'énergie. Alors, il faut compléter maintenant la chaîne d'énergie d'un volant roulant motorisé. Alors, d'après cette chaîne-là, vous avez 4 fonctions. Transformer, stocker, distribuer et transformer. Alors, maintenant, la première fonction, c'est de transformer. Alors, le premier type d'énergie qu'il faut commencer, c'est l'énergie, oui, donc l'énergie qui va utiliser du soleil, c'est l'énergie solaire. Alors, cette énergie solaire, on va les transformer en énergie, oui, énergie électrique, par l'intermédiaire des photopiles ou de photocellules. Une fois qu'on a cette énergie électrique, il faut les stocker. Donc on va l'utiliser, donc on va essayer de stocker cette énergie-là à travers les batteries. Oui. Donc la troisième fonction, c'est distribuer cette énergie électrique stockée par les batteries. Alors, comment on va les distribuer? Donc là, énergie électrique distribuée, donc on va essayer de les distribuer à travers l'installation électrique. Puis finalement, on va les transformer en énergie exploitable par notre volet. Donc, l'énergie, on va les transformer en énergie mécanique de rotation, à travers, bien sûr, le moteur. Alors, pour la deuxième question, identifie la nature de l'énergie entre les différents blocs. Donc, vous avez là l'énergie électrique stockée, électrique distribuée et finalement mécanique de rotation.
Alors passons maintenant à l'activité numéro 3. Donc vous avez là, il faut nommer juste les sources d'énergie ci-dessus. Donc vous avez ici 6 figures différentes. Donc là, c'est la première figure, oui, ce sont des aliments, ou des alimentations, ou des nourritures, des fruits, des légumes par exemple. Donc deuxièmement, donc là vous voyez des arbres, donc là à travers le vent, donc c'est une source d'énergie. Troisième figure c'est le soleil, oui. Quatrième, ce sont les bois ou les matières organiques. Cinquièmement, sont les pétroles, le diesel ou l'essence. Et finalement, le sixième source, c'est de l'eau. Passons au numéro 5. Alors, dans cette activité-là, un système possède de l'énergie lorsqu'il peut produire un travail. On distingue principalement 8 formes d'énergie permettant le fonctionnement des objets techniques. Les connais-tu? Donc, essayez de faire la liste de ces formes d'énergie. Donc là, vous avez 8 formes d'énergie différentes. Alors, les 8 formes d'énergie les plus utilisées sont, oui, premièrement, l'énergie solaire, l'énergie mécanique, rotation ou translation, l'énergie musculaire, l'énergie chimique, l'énergie éolienne, l'énergie électrique, l'énergie hydraulique et finalement l'énergie thermique. Alors, il faut compléter le schéma ci-dessus en utilisant ces 8 formes d'énergie différentes. Alors, premièrement, vous avez l'énergie qui produit l'électricité et la lumière. Oui, voilà, donc c'est l'énergie électrique.
Deuxièmement, quelle est l'énergie fournie par la réaction des substances chimiques? Voilà, donc c'est l'énergie chimique. Quelle est l'énergie fournie par les rayonnements solaires? Donc bien sûr, c'est l'énergie solaire. Quelle est l'énergie fournie par l'eau, l'huile ou tout autre liquide? Oui, c'est l'énergie hydraulique. Quelle est l'énergie qui fournit par le vent? Oui, c'est l'énergie éolienne. Quelle est l'énergie fournie par un élément mécanique, comme le ressort? Voilà, c'est une énergie mécanique. Quelle est l'énergie fournie par la combustion d'un produit, comme l'essence par exemple? Voilà, donc c'est une énergie thermique. Et quelle est l'énergie qui va fournir par un animal ou un homme, fournie par un animal ou un homme? C'est l'énergie musculaire. Alors, passons maintenant à l'activité numéro 6. Alors, dans cette question-là, dans cette activité, il faut retrouver l'énergie nécessaire au fonctionnement des objets représentés. Donc, vous avez un baladeur, un vélo, un voilier, un moulin à eau, le skate, la patinette et trottinette électrique. Alors, pour l'énergie utilisée pour un baladeur, oui, donc c'est l'énergie électrique. Pour le vélo, c'est l'énergie musculaire. Pour un voilier, c'est l'énergie du vent. Pour un moulin à eau, il va utiliser l'énergie de l'eau ou l'énergie hydraulique. Pour le skate, il va utiliser l'énergie musculaire, oui. Pour la patinette, la même chose. Et pour les trottinettes électriques, il va utiliser de l'énergie électrique. Voilà. Passons maintenant à l'activité numéro 7. Donc, observons la photographie de la peloteuse que vous voyez là et reliez chaque élément à l'énergie qu'il utilise. Donc, vous avez le moteur, l'éclairage et le bras. Le bras, le moteur qui est à l'intérieur et l'éclairage. Et vous avez ici l'énergie hydraulique, l'énergie thermique et l'énergie électrique. Alors commençons d'abord par le moteur. Donc le moteur, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc le moteur, il va utiliser l'énergie électrique pour les transformer, convertir en énergie mécanique de rotation. Pour l'éclairage, il va utiliser, de l'énergie thermique. Et finalement, le bras, il va utiliser de l'énergie hydraulique ou l'énergie pneumatique parfois. Alors, pour l'activité numéro 8, il faut compléter les cadres ci-dessous pour classer les sources d'énergie. Donc, citer ci-dessus en renouvelable et non renouvelable. Donc, vous avez le vent, le soleil, l'eau, le charbon, le gaz, le pétrole et le bois. Donc, on a vu déjà dans l'activité 1 toutes ces sources-là. Donc, on ne va pas tarder. Donc, vous avez les sources d'énergie qui sont renouvelables, oui. Ce sont le vent pour faire l'énergie éolienne, le soleil pour faire l'énergie solaire, l'eau pour faire l'énergie hydraulique et le bois pour faire l'énergie de biomasse. Et les sources qui sont non renouvelables, vous avez le gaz et le pétrole pour faire les énergies qui sont fossiles. Alors, 9. Donc, il faut citer 2 exemples de produits de votre environnement alimenté. Voilà. Donc, soit par le réseau électrique, soit par les piles, les batteries ou les accumulateurs, ou par les cellules photovoltaïques. Alors, pour le réseau électrique, j'ai choisi ici deux systèmes différents, ou 2 produits différents. Vous avez la machine à laver, bien sûr, qui va utiliser le réseau électrique, et la télévision. Voilà. Donc, on peut avoir d'autres. Alors, pour les piles, batteries ou les accumulateurs, vous avez donc là, j'ai choisi la télécommande qui va utiliser les piles.
et les voitures qui vont utiliser les accumulateurs. Par des cellules photovoltaïques, donc j'ai choisi ici le chauffe-eau électrique que vous avez sur les maisons et les éclairages. Pour l'activité numéro 10, il faut établir la correspondance entre les unités suivantes. Donc premièrement, 1 atmosphère est égal à combien en pascal? Alors, je rappelle que en atmosphère est égal à 1325 pascal. Donc, c'est une unité qu'on peut utiliser. Donc, pour la deuxième question, 10 mètres cubes par seconde est égal à combien en litres par minute? Alors là, 1 mètre cube déjà, c'est 1000 litres, ou 10 à la puissance 3 litres. Et 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, 10 mètres cubes par seconde, c'est combien? Voilà, c'est 10. Donc, mètre cube, il faut multiplier fois 1000. Ça veut dire que c'est 10 fois 10 à la puissance 3. Oui. Sur le second, c'est 1 sur 60. Donc, on aura 60 fois 10 fois 10 à la puissance 3 litres par minute. Donc là, c'est 60, 10 à la puissance 4 litres par minute. Troisième, donc là, vous avez 100 pascal est égal à combien en bar? Donc, c'est une unité qu'il faut savoir. 1 bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Donc, 100 pascal égale à 100 fois 10 à la puissance moins 5 bar, puisque 1 pascal égale 10 à la puissance 5 bar. Donc, on aura finalement 10 à la puissance moins 3 bar. Pour la quatrième question, c'est 110 pascal est égal à combien en mégapascal? Alors, 1 mégapascal, c'est combien? C'est 10 à la puissance 6 pascal. Et 1 pascal est égal à 10 à la puissance moins 6 mégapascal. Alors, 1 mégapascal égale à 10 à la puissance 6 pascal. Donc, 110 pascal égale à 11 fois 10, ou plutôt 110 fois 10 à la puissance moins 6 mégapascal, qui est égal à 11 fois 10 à la puissance moins 5 mégapascal. Cinquièmement, 120 newtons par mètre carré est égal à combien en pascal? Je rappelle que la force est égale à la surface fois la pression. Donc, la pression est égale à la force sur la surface. Donc, 1 pascal est égal à 1 newton par mètre carré. Ça veut dire que 120 newton par mètre carré est égal à 120 pascal. Donc, il faut rappeler là que 1 pascal, c'est 1 newton par mètre carré. Pour la sixième question, 17 newtons par millimètre carré est égal à combien en mégapascal? Donc, newton mètre carré, on a déjà fait, c'est 1 pascal. Mais là, vous avez newton millimètre carré. Donc, il faut passer d'abord de mètre carré en millimètre carré. Donc, 1 mètre carré est égal à combien? Donc, 1 newton par mètre millimètre carré, c'est 10 à la puissance 6 newton par mètre carré. Puisque ici, 1 mètre carré, c'est 10 à la puissance 6 millimètre carré. Donc, puisque ici vous avez 17, donc 17 fois 10 à la puissance 6 newton par mètre carré, qui est égal à pascal. Mais là, vous avez le mégapascal, donc il faut multiplier fois 10 à la puissance moins 6 pour finalement avoir 17 mégapascal. Septième question, donc 0,116 décanewtons
sur centimètre carré est égal à combien en bar? Donc je rappelle qu'un bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Donc, et 1 Newton-mètre carré est égal à 1 pascal. Donc là, vous avez le décalnewton. Le décalnewton, c'est 10 newton. Et centimètres carrés, il faut les convertir en mètres carrés. Donc 1 mètre carré, c'est 10 à la puissance 8, 4 centimètres carrés. Donc là, 1 bar, c'est 10 à la puissance 5 pascal. Et en même temps, c'est 1 décalnewton par centimètre carré. Puisque ici, 1 décalnewton, c'est 10 newtons. Et centimètre carré, c'est 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. Donc on aura 10 à la puissance 5 pascal. Donc c'est égal à 1 bar. Alors, 0,116 décalnewton par centimètre carré, ça sera égal à 0,116 bar, puisque 1 bar, c'est égal à 1 décalnewton par centimètre carré. Et finalement, 103 mètres par seconde est égal à combien en kilomètres par heure? Alors là, c'est la vitesse. Alors, pour passer de mètres en kilomètres, il faut diviser par 10 à la puissance moins 3. Donc 1 km égale à 110 mètres, ou 1 mètre égale à 10 à la puissance moins 3 km. 1 heure est égale à 3000 est égal à 3100 secondes. Donc, pour passer de mètres par seconde, donc 1 km par heure, c'est 1000 mètres par 3600 mètres par seconde. Donc 103 mètres par seconde, il faut multiplier par 3,6 qui est égal à 370,8 km par heure. Passons maintenant à l'activité numéro 11. Alors, dans cette activité, la production de l'air comprimé s'effectue par aspiration et compression de l'air extérieur. Afin d'éviter de faire fonctionner le moteur, on continue un réservoir calibré en volume en fonction de la consommation. Donc, la distribution est réalisée par des canalisations et différents piquages servant de point d'accès à ce réseau pneumatique. Alors, généralement, pour une canalisation pneumatique, il faut utiliser plusieurs systèmes, plusieurs éléments. Et chaque élément, il a une spécification, une fonction spécifique. Alors, commençons d'abord par le numéro 1. Donc, le numéro 1, ce sont les tuyaux ou les conduites d'alimentation qui vont servir à faire, voilà, c'est d'alimenter notre groupe pneumatique. Le numéro 2, il s'agit d'un filtre, donc c'est le filtre de départ, le filtre qu'on utilise souvent à l'entrée de notre groupe pneumatique ou dans notre alimentation du groupe pneumatique. Alors comme son nom l'indique, un filtre il va servir de retenir les plus fines particules contenues dans l'air. Alors, troisièmement, là, vous avez un compresseur à un sens de flux. Donc, vous voyez là cette flèche-là qui va indiquer le sens de flux de l'air comprimé. Alors, donc ce compresseur, il va servir de transformer l'énergie mécanique en énergie pneumatique, premièrement, et aspirer l'air à basse pression et le refouler à haute pression. Alors, dans notre cas ici, donc il va faire la deuxième fonction, c'est d'aspirer l'air à basse pression, issu de filtre, il va le refouler à haute pression qu'ils vont utiliser pour l'utilisation en haute pression. Le numéro 4, c'est la liaison mécanique. Alors pour le système numéro 3, pour la liaison, donc c'est une liaison mécanique, on utilise, c'est l'intermédiaire entre la partie
entre le système 5, le moteur et le compresseur. Donc il va servir d'accoupler l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Le numéro 5, il s'agit d'un moteur électrique qui va faire la transformation d'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Le numéro 6, c'est un refroidisseur qui va servir de refroidir l'air comprimé. Le numéro 7, il s'agit d'un clapet de non-retour pour ne pas faire le passage du fluide seulement dans un seul sens. Le numéro 8, oui, donc c'est un réservoir. Donc ce réservoir va servir de stocker l'air comprimé par le compresseur. Là, c'est pour ménager des temps d'arrêt et d'uniformiser le début d'air en aval de l'installation. Deuxièmement, donc là, le numéro 9 maintenant. Oui, donc le numéro 9, c'est un manomètre. Donc le rôle de manomètre, c'est de mesurer la pression à l'intérieur du réservoir. Donc juste pour le contrôler. Deuxièmement, c'est limiteur de pression ou soupape de sécurité. Donc il va servir de s'ouvrir lorsque la pression dans le réservoir dépasse la pression admissible. Donc c'est juste pour la sécurité. Le numéro 11, il s'agit d'un van d'isolement. Donc il va isoler l'installation de distribution générale d'énergie pneumatique. Le numéro 12, c'est un groupe de conditionnement qui va servir le filtrage, la lubrification et finalement le réglage de la pression. Le numéro 13, alors ce sont des tuyaux d'alimentation et des tuyaux d'utilisation qui vont servir pour faire le passage de l'air comprimé. Alors l'unité pneumatique située en amont et alimente en air comprimé délivré par le groupe des conditionnements. Diamètre du tuyau dépend bien sûr du dépôt de débit attendu. Le numéro 14 ici sont des purgeurs à commande manuelle qui vont servir de purger l'eau emprisonnée du réservoir en cas de besoin bien sûr. Le numéro 15, ce sont des conduits d'évacuation. Donc ils vont servir d'évacuer de l'eau. Et finalement le numéro 16, ce sont des contacts électriques à pression qui vont servir à éviter de faire fonctionner le moteur en continu. Et merci pour votre attention.